Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau de l'émission Dialogue. Chaque semaine, nous sélectionnons un enjeu culturel, économique, social et nous essayons d'en mesurer l'importance, d'en mesurer les effets sur notre vie quotidienne et sur la vie de la société et nous essayons de déterminer des voies de solution. La question que nous nous posons aujourd'hui, l'inclusion, l'intégration sociale est-elle l'antidote prioritaire à la violence des terroristes? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Madame Rachida Azbouz de l'Université de Montréal, mais je vous invite d'abord à écouter un de mes collègues de l'UQAM. Bonne émission. Rachad Antonius est professeur au département de sociologie de l'UQAM. Il est spécialiste des questions du Proche-Orient, en particulier le conflit entre les États palestiniens et israéliens, le déni dont il est le constant objet, tandis que les victimes s'accumulent et que les impasses se multiplient. Il devrait nous aider aujourd'hui à mieux comprendre le terrorisme, autre forme de la guerre et de ses violences. Bonjour, Monsieur Antonius. Bonjour, Monsieur Carrette. Peut-être la première question, c'est... j'avais l'intention de donner un titre à cette émission qui a fait plaisir au réalisateur, qui était « Le terrorisme est-il un autre nom de la guerre ?» Le nom moderne qu'on donne à la guerre. Puis la question subsidiaire qui va avec, évidemment. Le terrorisme, c'est la guerre de l'autre. Ouais. Hein? Bon. Qu'en pensez-vous? Écoutez, les mots, en général, tous les mots des sciences politiques, mais celui-là en particulier, est utilisé dans deux sens. Il est utilisé dans un sens analytique, c'est-à-dire pour décrire un phénomène, l'analyser, et il est utilisé dans un sens moral pour délégitimer la guerre de l'autre. Alors, quand des politiciens parlent de terrorisme, souvent, comme vous le dites tout à fait, c'est la guerre de l'autre. Donc, c'est une guerre qui n'est pas correcte, qui n'est pas propre, et donc qui doit être condamnée. Comme s'il y avait des guerres propres. Comme s'il y avait des guerres propres, vous avez tout à fait raison. Alors maintenant, ceci dit, moi personnellement, à cause de ça, j'hésite à employer le mot. Je préfère employer des violences politiques et puis les qualifier. Alors il y a des types de violences politiques. Les violences politiques de l'État islamique, elles prennent des formes particulières. Je suis plus à l'aise avec ce terme-là de violence politique plus déqualificatif que terrorisme. Ceci dit, il y a un certain nombre d'activités qu'on peut désigner par le terme activité terroriste. Donc le terrorisme, c'est l'ensemble de ces activités. C'est pas un acteur politique, le terrorisme. On peut pas faire la guerre au terrorisme. Ça n'a pas de sens. Les Américains qui ont inventé ce terme anglais, the war on terror, ça n'a aucun sens parce que terror n'est pas un acteur politique. La terreur ou le terrorisme, c'est une modalité d'action que divers acteurs politiques utilisent à un moment donné ou à un autre. Alors commençons donc par clarifier ça en disant oui, il y a des activités, des actions qu'on peut appeler terroristes. Les acteurs, bon, on pourrait dire que les acteurs qui font beaucoup d'actions terroristes sont des terroristes, mais ça n'aide pas à comprendre, vous voyez, ça cache plus que ça ne révèle. Moi je suis né dans les années 40, donc les années de la guerre et de la résistance, juste deux images. La première, les forteresses, on appelait ça comme ça, aériennes américaines ou anglaises à l'époque, qui bombardaient l'Allemagne, mais pour pas attraper la DCA, qui était à 6000 mètres, pardon, d'altitude pour ne pas risquer les attaques donc du sol, mais qui du coup ont bombardé les ponts, n'importe quoi, et les populations civiles aussi. Donc c'est pas plus grave, c'était grave à l'époque, ça a été dénoncé mais très peu, que l'État islamique qui se met à bombarder des sites préhistoriques ou des sites historiques. Oui, mais attendez, alors là, je vous provoque. Hein? Oui, vous avez raison de le faire parce que c'est ça qui va me permettre d'expliquer ce que je pense. C'est parce qu'il y a des niveaux différents. C'est sûr que dans une guerre totale, comme a été la Deuxième Guerre mondiale, où on a détruit des villes entières, on a détruit des villes anglaises, on a détruit des villes allemandes. Mais
dans chaque cas, il y avait un rationnel de la destruction qui est grave. Là, je ne veux pas avoir l'air de la justifier. Mais il y avait un rationnel. On détruit parce que ça va affaiblir l'ennemi de telle façon. Bon. Avec le groupe armé État islamique, la violence n'a pas cette logique rationnelle. C'est une violence contre les êtres humains en tant qu'êtres humains pour ce qu'ils sont. Quand on prend des Yazidis et qu'on leur dit « vous vous convertissez de force » et ils disent non et qu'on leur tranche la tête, ou qu'en Arabie Saoudite on tranche la tête d'un poète, vous voyez, ce n'est pas une violence qui a une fonction stratégique. C'est une violence qui a une fonction punitive, symbolique, qui reflète, des fois qui n'a aucune fonction, c'est-à-dire qui ne... Non, j'exagère. Dans le sens que elle ne permet pas de changer le rapport de force. Vous voyez? Okay. Alors, il y a des violences qui sont horribles, mais qui ont comme but de changer un rapport de force sur le terrain. Et il y a d'autres violences qui ne changent pas le rapport de force, mais qui punissent des êtres humains pour ce qu'ils sont. Et ça, on peut parler de violence terroriste, vous voyez? Alors, ceci dit, quelque chose comme le groupe armé État islamique pratique des violences que j'appellerais terroristes, mais il a des logiques d'action qui viennent d'ailleurs aussi, qui viennent il y a beaucoup d'autres éléments. C'est le résultat de facteurs socio-économiques, de facteurs culturels, c'est-à-dire de la vision de ce qu'est le pouvoir, de ce qu'est, enfin, une certaine philosophie politique, et des facteurs géostratégiques. Alors, dans les analyses que je fais, je distingue bien ces trois types de facteurs parce qu'ils ont des rôles différents dans la compréhension du phénomène. Les facteurs socio-économiques ou politiques directs, c'est-à-dire l'exclusion, la marginalisation, la domination, expliquent que les gens veuillent se révolter. Bon. Mais ils n'expliquent pas pourquoi ils se révoltent de telle façon. Ils n'expliquent pas comment ils désignent qui est leur ennemi. C'est la culture politique qui permet de leur dire voilà comment on va se révolter, voilà comment on va mobiliser les gens et voilà qui est l'ennemi. Et là, on doit se rendre compte que l'État islamique n'est pas seul. La vision qui anime son action est la même que celle qui anime l'action de l'Arabie Saoudite. Comme certains analystes ont dit, l'Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi. Hein? Okay. Et le troisième élément, c'est l'élément géostratégique. Alors, les puissances extérieures, les puissances mondiales, à cause du différentiel de pouvoir, de l'argent qu'ils ont, peuvent manipuler les gens, peuvent acheter des gens, et peuvent faire que des petits groupes minuscules ou marginaux deviennent tout à coup importants parce qu'on leur fournit beaucoup d'argent. Alors, c'est ces trois éléments qui permettent de comprendre beaucoup plus que le label terroriste. Alors, le label permet de décrire un certain type d'action, mais il ne permet pas de les comprendre non plus. Il faut voir un peu c'est quoi les justifications, c'est quoi leur symbolique, ces actions, c'est quoi leur rôle dans la lutte, et puis comment on les justifie. Je vais reprendre une autre image, toujours pour vous provoquer, bien sûr. Ça me fait plaisir. Et on voit ça à la télévision, oui. J'allais dire de façon quotidienne, c'est presque un peu écœurant. Un adolescent qui a 13 ans, 14 ans, dans une rue palestinienne et qui lance un caillou sur une voiture blindée israélienne et qui meurt. Il y a une espèce de disproportion complètement folle. Comment expliquer ce terrorisme, je le fais exprès pour vous provoquer, israélien, dans la mesure où il s'agit de vraiment un innocent, un gamin. Ça arriverait dans une cité ouvrière française, on dirait il y a un délinquant, on va appeler la police. Vous réalisez aussi que dans les médias, quand on emploie le mot terroriste dans le contexte du conflit israélo-palestinien, c'est pour désigner les Palestiniens, non pas les Israéliens. C'est ça, bien sûr. Alors, oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis, moi, que ce terme brouille les cartes plus qu'il n'éclaire. Alors, la résistance des Palestiniens, même quand la violence qui semble irrationnelle et qu'elle vise des civils, ne ressort pas de la logique profonde du terrorisme. C'est une résistance nationale contre une occupation qui, des fois, fait des dérapages inexcusables. D'accord? Donc, je ne veux pas avoir l'air de dire que c'est correct, cette façon de lutter. Mais la logique profonde de la violence, dans le cas des Palestiniens, c'est une résistance contre une occupation
qui dure depuis des décennies. Et avant de passer à la violence, les Palestiniens ont été extrêmement patients. C'est une société extrêmement pacifique qu'on a poussée à bout au bout de 40, 50 ans d'occupation, d'humiliation, mais quotidienne. Bon. Alors, la question du terrorisme israélien, là encore, moi, je n'appellerais pas ça du terrorisme. Non pas que certaines actions ne relèvent pas de la logique terroriste, c'est-à-dire, c'est quoi la logique terroriste? La logique terroriste consiste à faire peur, à semer la terreur dans les gens, et c'est par la terreur qu'on pense faire avancer nos intérêts. Bon. Alors, il y a peut-être de ça des fois dans les actions de l'armée israélienne, faire peur, terroriser pour dire aux gens, vous allez payer un prix très élevé si vous continuez à résister. Bon. Mais moi, je pense que ça, c'est la surface. Et il y a une pensée qui m'habite, que je répète souvent, c'est que il ne faut pas se laisser aveugler par la violence. La violence cache des choses, elle nous aveugle. C'est comme une lumière très forte qui nous aveugle, qui ne nous permet pas de voir. Les violences, il y en a eu dans toutes les sociétés, dans toutes les guerres. Il faut voir au-delà de la violence, c'est quoi la logique. Du côté israélien, c'est une logique de domination et d'exclusion des Palestiniens de leur terre. Les Israéliens, à la limite, n'en veulent pas aux Palestiniens. Ils seraient très heureux que les Palestiniens vivent heureux, mais ailleurs. Hein, il n'y a pas à l'origine, il n'y a pas de haine du Palestinien. Après, dans la dynamique de la confrontation, il y a des éléments d'émotions hostiles et de haine qui apparaissent de part et d'autre. Les deux peuples vivent en paix dans certaines municipalités, on en a des exemples. Donc, moi, je ne crois pas que c'est ni la haine ni le racisme qui explique quoi que ce soit. Je pense qu'au départ, les Israéliens veulent une terre, point. Et il se trouvait qu'il y avait des Palestiniens qui habitent là. Ils ont dit, c'est pas grave, on va les chasser. Donc, s'il y a du racisme, on peut dire que c'est dans cet aspect-là, c'est-à-dire de considérer que même si les Palestiniens étaient là, ils n'ont pas autant de droits que nous. Okay? Mais la logique profonde, c'est une logique d'occupation de la terre. Et il faut tout le temps revenir à la logique d'occupation de la terre comme clé de compréhension du conflit. Après, tout le reste sont des épiphénomènes. C'est-à-dire, c'est des processus politiques mal gérés qui donnent lieu à ces violences. Okay. Une autre question qui vraiment je suis pas tout seul, j'espère, à me la poser, la Shoah. C'est quelque chose qui a existé. Hein? Et, bon, il y a des négationnistes, on va les laisser avec leur folie. Mais comment se fait-il qu'un peuple, De Gaulle disait sûr et dominateur, comment se fait-il qu'un peuple qui a vécu cette histoire-là et qui a survécu à ce drame épouvantable ne comprenne pas qu'il est en train de copier ce qu'il a abhorré? Écoutez, ça, c'est quelque chose La première chose que je ferais, c'est que je ferais une distinction très grande, mais qualitative et fondamentale entre la Shoah et ce que vivent les Palestiniens. Bon. Je sais que j'ai des collègues, des amis qui disent, bon voilà, Israël est en train de faire un génocide contre les Palestiniens. Je pense que c'est une exagération qui ne tient pas la route et qui ne résiste pas à l'analyse. Avec la Shoah, on cherchait les Juifs, on tuait des enfants juifs uniquement parce qu'ils étaient juifs. Okay. On pouvait tuer une famille française uniquement parce qu'elle a hébergé un enfant juif. On faisait des listes, on allait chercher systématiquement où est-ce qu'ils sont pour les éliminer. Il n'y a rien de ça avec la Palestine. Okay. On en veut à la terre. Et quand les Palestiniens résistent, on va les tuer. Alors, il n'y a pas de comparaison dans l'ordre de grandeur ou dans l'horreur entre ces deux phénomènes. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est justifiable, évidemment. Ça fait 60 ans, l'effet final a été de détruire une société, de l'endommager très profondément, de détruire les tendances laïques qu'il y avait là-dedans, de favoriser l'émergence des tendances islamistes et fondamentalistes. Oui. Tout ça, c'est un résultat. Mais je ne mettrai pas de parallèle comme ni qualitatif ni d'ordre de grandeur. Mais je dirais une dernière chose cependant, c'est que souvent on reproche aux Arabes d'avoir pas bien compris la Shoah et qu'est-ce qu'elle signifie pour les Juifs. Et je pense que le reproche est justifié, mais il s'explique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent, qui nient vos droits, qui vous écrasent, qui vous chassent et au besoin qui vous tuent.
Et là, on demande d'avoir de l'empathie envers eux. C'est difficile. Ceci dit, d'un point de vue purement rationnel, je crois que les intellectuels et les politiciens arabes auraient intérêt à bien comprendre ce que signifie l'Holocauste pour les Juifs, de façon à bien faire attention dans leur débat contradictoire, même dans leur guerre contre l'État d'Israël, de ne pas mélanger les choses et de ne pas sous-estimer cet aspect-là, de ne pas blesser les gens inutilement. Faisons la bataille sur les vraies choses. Les vraies choses, c'est l'occupation de la terre, l'inégalité, la marginalisation, la domination. C'est sur ça qu'il faut se battre et non pas sur les souffrances qu'on a vécues dans le passé. Le terroriste, alors on va prendre le personnage, quoi qu'il fasse. Comment ça se fait qu'il passe à l'acte? Comment ça se fait qu'il en arrive à ça alors que il y a beaucoup de fous partout sur la Terre. On peut les rencontrer dans le métro sans qu'ils nous fassent du mal. Mais là, il y a quelque chose qui fait, comme on dit, il a pété une coche. Comment ça se fait qu'il pète une coche? Alors, moi, je ne crois pas qu'on puisse comprendre le terrorisme en commençant par les individus. On doit y arriver, bien sûr. Mais il faut commencer globalement. Le terrorisme, je conteste l'usage de ce mot pour décrire l'ensemble de ce mouvement, mais des mouvements, ceux qu'on appelle communément les mouvements terroristes, sont avant tout des révoltes sociales et politiques, mais qui prennent une couleur particulière. Et il faut donc distinguer qu'est-ce qui est légitime dans ces révoltes, quels sont les éléments sociopolitiques qui font que les gens veulent se révolter parce qu'ils veulent la liberté. Mais ensuite, pourquoi la révolte prend cette forme-là? Et là, la culture politique qui informe l'action des terroristes doit être analysée et elle n'est pas propre à eux. Elle est propre à un ensemble de sociétés et pas à toutes ces sociétés. Elle n'est même pas dominante dans ces sociétés. Je veux focuser, ou permettez-moi si c'est pas un bon terme français, mais je veux me centrer sur le rôle de l'idéologie wahhabite dans ça. Donc le salafisme. Si vous regardez les comportements des États qui adoptent cette idéologie wahhabite, ils sont pas très différents de ceux de l'État islamique. On tranche des têtes, on emprisonne des gens, ainsi de suite. On nie la liberté de se convertir, ainsi de suite. Alors, ce qui est grave, c'est que cette idéologie wahhabite, qui, lorsqu'elle est apparue dans le paysage du Golfe arabo-persique, de la péninsule arabe, était considérée par l'ensemble des sunnites comme étant non seulement une anomalie, mais une hérésie. Elle n'était pas prise au sérieux. C'était une hérésie. Et c'est resté un mouvement plutôt marginal jusqu'au début des années 70. C'est à partir du moment où l'Arabie saoudite a acquis une richesse énorme à cause du pétrole qu'elle s'est mise à propager cette idéologie partout et que, compte tenu de la faiblesse des institutions dans les sociétés arabes, l'Arabie saoudite a pu acheter un peu les leaders religieux. Si je prends l'exemple du Azhar en Égypte, qui est l'institution par excellence, il n'y a pas un juriste important au Azhar qui n'est pas sur la liste de paye de l'Arabie saoudite, de façon directe ou indirecte. C'est-à-dire, on peut l'inviter à donner des conférences, il va aller, il va faire assez d'argent pour vivre le reste de l'année. Et ceux qui ne se conforment pas à cette vision wahhabite ne sont pas invités, donc deviennent pauvres et pas d'influence. Alors, vous faites ça pendant 5-10 ans, on peut quand même contester. Vous faites ça pendant 50 ans, c'est autre chose. Ça signifie que cette idéologie a comme pénétré la culture politique des sociétés arabo-musulmanes de façon très dangereuse et elle a été reçue avec beaucoup d'opposition aussi. Il y a beaucoup de musulmans qui s'insurgent contre cette vision du monde. Alors, c'est tout ça qu'il y a en arrière de l'action des terroristes. Puis qu'on ne dise pas que les terroristes individuels, eux, sont des gens mal dans leur peau, alors on les a recrutés. Écoutez, le groupe armé État islamique occupe une zone plus grande que la Syrie. Enfin, jusqu'à récemment, il l'occupait dans la région. On n'occupe pas une telle zone avec des gens qui sont mal dans leur peau, d'accord? On occupe une telle zone avec des stratèges, avec de l'aide internationale, avec des armes fournies soit par les États-Unis ou la France, via la Turquie, payées par l'Arabie saoudite. Il y a tous ces éléments-là,
Hein? Alors, et il y a des penseurs, le groupe armé État islamique a recruté tous les anciens officiers, enfin tous, une partie importante des anciens officiers de Saddam Hussein qui ont été écartés du pouvoir par les Américains, le pouvoir chiite, et donc ils ont eu une compétence de guerre en leur sein. C'est tout ça qui explique. Après, on peut revenir et dire pourquoi tel individu se fait embarquer, mais moi je pense que ceux qui se font embarquer pour ces raisons sont une très petite minorité. Belle réflexion sociologique et politique en même temps. Ben, merci beaucoup pour cette première partie d'entrevue. Je vais maintenant me diriger vers Madame Asdous, que je vais accueillir sur le plateau de dialogue. Merci, M. Antonius. Ne bougez pas. Bonjour. Bonjour. Rachida Asdous est diplômée en psychologie et en sciences de l'éducation. Arrivée au Québec en 1989, d'origine marocaine, Rachida Asdous est conseillère en développement stratégique à l'Université de Montréal. Mais elle est surtout, comme pour ses analyses, ses recherches, ses prises de position éclairantes dans le domaine des relations interculturelles, en particulier des relations entre l'islam et sa culture, entre l'islam et les différentes formes de sa religion au Québec. Voilà quelqu'un qui sait dépasser les émotions et les fausses perceptions. Madame Asdous, bonjour. Est-ce que ça résume à peu près? Oui, sauf que quelque chose qui n'est pas résumable. Je ne suis pas une spécialiste de l'islam, mais plutôt des relations interculturelles. Enfin. Bon, voilà qui est bien mis au point. Écoutez, on va parler notamment d'un mot qui est quand même extrêmement curieux quand on l'analyse. C'est le mot identité. Alors, il y aurait des crises identitaires, il y aurait des replis identitaires. Bon, passons sur la littérature, mais le mot identité, quand on regarde de près au niveau éducatif, justement, il faut être, si vous avez fait un peu de latin sûrement, il faut être idem pour être ipse, c'est-à-dire il faut imiter, arriver à imiter pour petit à petit se faire ce qu'on appelle une personnalité. Est-ce que ce schéma-là, qui s'applique à l'individu, pourrait s'appliquer pour le frottage, l'équilibrage, l'accommodement entre deux cultures? Oui, vous savez, le pluralisme, la dynamique interculturelle, automatiquement, ça a un impact sur les individus et sur les sociétés. A fortiori, personne n'en sort indemne, en fait. Ni les accueillants, ni les accueillis, ni les accueillis entre eux. Puisqu'il y a aussi, on oublie souvent cette facette du rapport interculturel que sont les relations entre des personnes venues d'ailleurs, indépendamment des accueillants. Et ces retombées-là, cet impact-là sur l'identité individuelle et collective est d'autant plus grande dans une société comme le Québec, qui se perçoit comme une société accueillante, une société d'accueil donc majoritaire, mais en même temps minoritaire, puisque c'est une majorité fragile. Mary McAndrew, qui est chercheur en éducation, a développé ce concept de majorité fragile. Donc de personnes dont on s'attend à ce qu'elles accueillent en étant tout à fait affirmées dans leur propre identité, alors qu'elles sont très très fragiles dans leur propre identité. Par ailleurs, la psychologie interculturelle fait le postulat, elle part du postulat que il faut une certaine estime de soi de la part de tout le monde, autant les accueillis que les accueillants, donc un sentiment d'identité positive pour que les rapports sociaux soient possibles et harmonieux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on vit le déchirement, on vit le conflit, l'identité se sent menacée, fragilisée, et là encore, c'est vrai pour les nouveaux arrivants qui sont déstabilisés et qui vivent un choc culturel, mais c'est vrai aussi pour la société d'accueil qui se sent un petit peu bousculée dans son tissu social, encore une fois, a fortiori quand cette société d'accueil est une majorité fragile. Ça, fragile. J'ai envie de vous poser une question tout de suite, c'est
Est-ce que c'est parce que les Québécois sont gentils, tout le monde le sait, c'est pas un peuple guerrier et agressif. Les Québécois sont gentils, mais en même temps, on l'a vu avec le gouvernement Marois et toute l'histoire de la charte, là, en même temps, ils savent pas encore, nous ne savons pas encore qui nous sommes, puisque nous n'avons pas encore un statut politique qui permettrait de consacrer nos différences. Alors, est-ce que c'est ça aussi, le fait qu'on ne sait pas qui nous sommes encore? Ça fait des débats au PQ depuis des dizaines d'années. Hein? Est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a un malaise aussi? Parce que les théoriciens de la notion de stratégie identitaire vous diront que ce qui pose problème quand on met en présence différents groupes ethniques, c'est l'atteinte à l'unité de sens. C'est quand un groupe se sent en déséquilibre, quand il a l'impression qu'il a perdu son unité de sens, donc son équilibre. Et toutes les stratégies identitaires qui vont se mettre en branle ont pour objet, ont pour finalité de retrouver cette unité de sens, cet équilibre entre ce qu'on appelle, ce que les théoriciens des stratégies identitaires, notamment Carmel Camilleri, la fonction ontologique de l'identité et la fonction pragmatique. Alors j'explique. Oui, merci. La fonction ontologique, c'est l'être, c'est ce que l'on est. On est québécois, on est chilien d'origine, mais néo-québécois, on est noir de couleur, mais québécois de citoyenneté. Ça, c'est la fonction ontologique, l'être. Et la fonction pragmatique, c'est le paraître, pas au sens futile du terme, mais ce qu'on doit être, ce qu'on doit paraître et les comportements qu'on doit afficher pour être en harmonie, sinon en harmonie, à tout le moins pas trop en conflit avec son environnement. Donc la fonction pragmatique, donc il faut être pragmatique, d'où qu'on vient, il faut être capable de composer avec les contraintes de notre nouvelle société. Et du côté de l'accueillant, il faut être pragmatique, on a besoin d'immigration, pour des raisons économiques, démographiques, culturelles et autres, et linguistiques, la pérennité du fait français. Donc, il faut apprendre à composer avec l'impact et les retombées de cette diversité. Là où il y a des nuances importantes, et je pense que ce qui se passe au Québec depuis... en particulier depuis 2007, depuis Taylor Bouchard, mais je pense que c'est antérieur à ça, c'est que on met en branle des stratégies identitaires. Et ces stratégies ne sont pas toujours conscientes. Pensées, réfléchies et décidées. On se lève pas un matin en disant je vais faire du repli identitaire. C'est que elles sont adoptées, parce que je veux pas dire choisies, parce qu'elles sont pas toujours choisies, en fonction du contexte. Et elles sont tantôt négatives, tantôt plus, disons, en tout cas ouvertes. Alors la stratégie identitaire qui relève de l'identité négative, c'est par exemple introjeter, intégrer l'image négative qu'on a de notre groupe. On a parlé tout à l'heure des musulmans et du terrorisme. C'est le musulman qui intègre l'idée, le jugement dépréciatif qu'on a sur l'islam et les musulmans, du terroriste, du macho qui bat sa femme, ses enfants, etc. Mais c'est vrai aussi pour le Québécois, qui va introjeter l'image du Québécois, né pour un petit pain. C'est moins vrai aujourd'hui, mais ça a déjà été le cas, né pour un petit pain, porteur d'eau, anti-intellectuel, pas très à l'aise avec l'argent, complexé face au succès. C'est ça, la stratégie identitaire qui relève de l'identité négative. Ça peut s'arrêter là. Ça va de la honte de soi jusqu'à parfois la haine de soi. Et c'est là qu'on peut pousser jusqu'à l'assimilation, parce qu'on ne veut plus être identifié à ce groupe-là dont l'image est tellement dépréciée. Mais ça peut être aussi une identité négative, mais déplacée sur l'autre. C'est-à-dire, moi, je suis pas comme vous. On le vit tous, les personnes issues de l'immigration, des gens qui vont nous dire, pensant nous faire plaisir, je n'aime pas les Maghrébins, je n'aime pas, mais toi, c'est pas pareil. Donc, il y a des personnes qui d'elles-mêmes adoptent cette attitude-là, une identité négative, où on déplace sur l'autre, les membres de son groupe, tous les éléments négatifs, mais soi-même, on dit, moi, je suis pas comme ça, et de toute façon, je veux plus rien savoir de ce groupe. Je les ai fuis. On a parlé encore une fois des musulmans tout à l'heure. On entend beaucoup de personnes qui nous disent aujourd'hui, j'ai fui ces gens-là, j'ai fui cette culture oppressive, oppressante, pour pouvoir vivre librement ici, et je ne veux plus rien savoir. Et de toute façon, les Québécois ont bien raison de
vous considérez comme des éléments perturbateurs. On l'a vu aussi beaucoup dans les années 90 dans la communauté haïtienne qui était victime d'un jugement dépréciatif, les gangs, la violence, la criminalité, et des Haïtiens qui disaient « moi je veux rien savoir, ils sont comme ça, mais moi je vais plutôt adopter l'identité positive, c'est-à-dire celle de la société d'accueil. Le métissage. Oui. Vous parliez tout à l'heure, puis M. Antonius en a parlé, de la dimension culturelle et interculturelle, donc les systèmes de représentation, de la vision du monde. Comment je vous dirais ça? Les identités ne semblent plus se fondre. C'est pour ça que je parlais de métissage, ne semblent plus passer au mixeur. Il n'y a plus moyen autrement dit, on pourrait dire à la limite, il n'y a plus moyen de vivre ensemble. Mais elles sont comme superposées. C'est-à-dire, je suis québécois parce que je suis guichetier à la Caisse populaire, mais le soir, j'écoute la télé de Tunis qui est sur mon câble. Et puis, ça parle à... Bon, ces deux identités comme superposées, puis alors il pourrait y en avoir une troisième, si jamais en plus j'ai une différence de peau, etc. Le grand rêve du XXe siècle, c'était pour, en tout cas les intellectuels, je me rappelle de Jacques Attali en particulier, c'était le métissage, la rencontre, j'allais dire l'accommodement raisonnable, qui est une forme de métissage politique. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Ça fonctionne et ça fonctionne pas, parce que finalement, toutes ces questions identitaires aujourd'hui sont exacerbées parce qu'on voit ce qui va mal. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui composent très bien avec leurs identités doubles, voire multiples. Parce qu'aujourd'hui, c'est dépassé de parler de pays d'accueil et de pays d'adoption. Il y a des gens qui ont des parcours atypiques, qui ont des identités hybrides. Il y a des gens qui sont issus de mariages mixtes, donc dont les parents sont déjà issus de deux mondes différents. On a beaucoup d'immigrants qui sont passés par des pays de transit, qui ont étudié en Europe et qui viennent vivre en Amérique du Nord. Il y en a qui vivent ici un certain nombre d'années et qui repartent. Donc, on n'est plus dans une dyade pays d'accueil, pays d'origine. Okay. Et d'ailleurs, il y a des stratégies identitaires qui participent de cette logique du métissage, comme vous l'appelez, ce qu'on appelle les identités une identité par distinction. C'est-à-dire qu'on est conscient de sa différence, de ce qui nous distingue, mais on ne le vit pas comme une malédiction. On compose avec et on articule ce qui nous distingue, cette différence, avec les contraintes de la société dans laquelle on vit. Donc l'identité par distinction, c'est un peu ce qu'on appelle le métissage. Et je pense à quelqu'un comme Émile Olivier, qui disait de façon très poétique « Je suis québécois le jour et haïtien la nuit voilà, ». C'est-à-dire qu'il s'autorisait à faire des petits voyages dans sa culture d'origine, mais symboliquement, ce qu'il disait, c'est le jour, c'est-à-dire là où je vis dans la cité. Quand je suis dans la cité, je suis québécois. D'accord? Mais la nuit, permettez-moi de m'évader. Et ce n'était pas du tout une superposition ou une juxtaposition, c'était une articulation. C'est-à-dire l'articulation de l'identité ethnique et de l'identité civique. Donc le jour, c'était l'identité civique. Okay. Et la nuit, il était rattrapé par son identité ethnique. Ça débouche pas forcément sur la schizophrénie. Pas du tout, pas du tout. De la façon connaissant le personnage de... Ok. J'ai envie de vous poser une question parce que vraiment, elle vient forcément dans notre échange. C'est, est-ce que la laïcité québécoise représente justement un bon levier par rapport à ça? Est-ce qu'elle permet cette coexistence, pas forcément clandestine, même si c'est la nuit d'ailleurs? Est-ce que la laïcité, c'est pas un idéal qui permet finalement un accommodement interculturel vivable, pacifique, Montréal? C'est le pari qui est fait, mais ça dépend de ce qu'on entend par laïcité. Aujourd'hui, d'abord, il faut distinguer deux choses. La déconfessionnalisation et la sécularisation et la laïcité, qui sont deux choses qui ne sont pas incompatibles, mais je veux dire, on peut être dans la déconfessionnalisation et la sécularité sans laïcité, c'est le cas du Québec, et on peut être dans la laïcité comme c'est le cas de la France. Donc la laïcité, c'est vraiment la séparation du politique et du religieux,
avec des lois civiles qui régissent la vie publique, mais dans la vie privée, les gens conservent leur liberté de culte. C'est vrai aussi dans la déconfessionnalisation. La déconfessionnalisation, c'est la disparition, ou en tout cas la diminution progressive de la place de la croyance et de la pratique religieuse dans l'espace public et privé. Ça a été le cas du Québec avec le processus de déconfessionnalisation qui a accompagné la Révolution tranquille. Mais il n'y a pas, les lois civiles ne sont pas religieuses, mais la sécularisation a un impact aussi dans la vie privée. Au Québec, les gens ont abandonné tranquillement la religion, en n'allant plus à l'église, mais même dans leur vie privée. Ils continuent à fêter Noël, mais pas nécessairement dans une optique confessionnelle. Oui, mais j'ai envie de vous dire, on les a mis à la porte, mais ils sont revenus par la fenêtre. C'est un peu ça qui se passe aussi, là. Ben, c'est un peu ce qui se passe, mais en même temps, ce qui se passe, et ça a un lien direct avec les stratégies identitaires, c'est que la laïcité est comprise aujourd'hui par, on a les tenants au Québec de la laïcité ouverte et de la laïcité sans adjectif. Pour les tenants de la laïcité ouverte, parce que la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est la neutralité religieuse de l'État pour préserver la liberté de conscience des individus. Le problème qui se pose aujourd'hui au Québec, c'est que les tenants de la laïcité ouverte ne voient dans la laïcité que la liberté de culte. Alors que les tenants, donc, la laïcité, c'est le droit justement d'afficher aussi ma croyance et ma pratique religieuse dans la mesure où on ne porte pas atteinte à la liberté de conscience des autres, alors que les tenants de la laïcité sans adjectif n'y voient que le non religieux, que le gommage du religieux dans les institutions publiques à tout le moins. Et ça a un impact direct sur les stratégies identitaires parce que ça entraîne des stratégies négatives comme l'identité refuge, le repli identitaire, c'est-à-dire cette appartenance ou cette composante religieuse de mon identité qui vous dérange, eh bien je vais me replier dessus, donc je ne vous dérangerai pas, mais c'est un peu les orthodoxes juifs religieux par exemple, qui vivent entre eux, qui vivent pratiquement en autarcie, dans une identité refuge, parce qu'ils savent qu'ils vivent dans une société sécularisée. Et ça peut être un peu plus agressif que ça, l'identité polémique. C'est-à-dire qu'on va survaloriser et suraffirmer et surafficher cette caractéristique qui nous vaut d'être dépréciée. On le voit par exemple avec le port du niqab ou de l'affiche, voilà, ou des accommodements religieux extrêmement contraignants qui ne sont plus raisonnables. Donc là, on est dans l'identité polémique, c'est-à-dire qu'on va non seulement à l'inverse de l'identité négative, qui va plutôt endosser le côté dépréciatif et qui va dire, ben, comme la religion pose problème, moi je vais complètement effacer, gommer cet aspect-là de mon identité pour ne pas être stigmatisé. L'identité polémique, c'est le contraire. Je vais me mettre de l'avant pour tester l'autre et pour tester sa tolérance. Êtes-vous réellement tolérant? Et en corollaire, ben, ça attire de l'autre côté, du côté des accueillants, une autre identité polémique qui consiste à survaloriser l'identité québécoise. On est chez nous, maître chez nous, et il faut que vous soyez comme nous et que vous renonciez à pas seulement aux facettes de votre identité qui dérangent et qui sont incompatibles avec l'état de droit, mais aussi à des choses qui nous dérangent uniquement parce que elles nous heurtent dans notre sensibilité. Or, heurter la sensibilité et les valeurs, ce n'est pas heurter des droits. Donc, c'est vraiment, on est dans une rhétorique de celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Et la laïcité n'est plus cette espèce d'élément pacificateur qui va valoriser l'identité civique tout en respectant les identités ethniques, qui va valoriser la neutralité religieuse de l'espace public tout en préservant la liberté de culte dans le privé, mais ça devient un instrument de guerre. Et tout le monde se fait la guerre au nom de la laïcité. Je suis obligé de vous arrêter là pour l'instant. Nous allons reprendre cette conversation en compagnie de Rachad Antonius qui vous écoutait avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Madame Asdouz. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites.
Alors, merci d'abord de ces deux excellentes débuts d'émission. On va essayer de rapailler tout ça dans un accommodement rationnel, non pas raisonnable. J'avais envie de prendre ça par le biais de la mémoire. Un peuple, c'est une histoire, c'est une mémoire, et donc c'est un champ qui va contrôler le discours, qui va contrôler l'imaginaire collectif. Alors j'avais envie de vous lancer là-dessus du point de vue du terroriste. Hein, on a fait les nuances tout à l'heure. On va peut-être commencer par vous. Vous vous êtes écoutés l'un l'autre. De la part d'un peuple opprimé, comme le peuple palestinien, par exemple. Oui, effectivement, on peut trouver un bon lien parce que ce qui pose problème avec le vivre ensemble et la laïcité, c'est justement qu'une partie des sociétés, des groupes qui doivent vivre ensemble a une vision de l'identité collective qui est fondée sur la religion. Alors, ce qui est grave ou ce qui est difficile, si vous voulez, dans les accommodements, c'est le fondement même de l'identité. Alors, on pourrait me rétorquer en disant que, attends, là, tu es en train de parler des minorités, mais le problème, c'est avant tout la majorité qui n'accepte pas la minorité. Moi, je suis au Québec depuis plus de 45 ans. J'ai été nourri par le livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. J'ai été nourri par toutes les luttes des années 70. J'ai connu un Québec extrêmement ouvert. J'ai connu un Québec où le FLQ collaborait avec le FLN algérien et l'appuyait. Mm-hmm. Alors qu'on vienne pas me dire qu'il y a dans l'histoire du Québec une hostilité envers les autres. C'est pas vrai. Alors maintenant, il y a eu un clash à un moment donné et il y a des réactions que je considère être islamophobes, absolument. Mais il y a aussi un problème qui n'est pas tellement le terrorisme avec les groupes islamiques, mais plutôt la vision de qui on est, de qui sont les autres. Et si on regarde les sociétés arabes contemporaines, le clivage, il est à l'intérieur des sociétés, entre des gens qui disent on est avant tout ce qu'on est culturellement, notre pays, l'arabité, des trucs comme ça, puis un groupe qui dit non, on est avant tout des musulmans, et si on est avant tout des musulmans, ben les autres sont des étrangers par définition. Alors, quand on arrive dans un pays d'accueil avec cette attitude, je ne dis pas que c'est l'attitude de la majorité, c'est l'attitude d'une petite minorité, mais l'attitude affichée de cette petite minorité contamine le débat et met l'ensemble des musulmans sur la défensive, comme tu l'as très bien dit, Rachida, dans la discussion, mais l'ensemble des musulmans sur la défensive. Et c'est ça qui amène cette question, comment on doit se situer par rapport à cette idéologie? Faut-il la dénoncer ou pas? Et moi, la dénonciation, c'est pas tellement sur la violence, parce que la violence elle-même s'explique par des situations de domination, d'exclusion, des guerres. Ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est notre conception de qui on est, qui sont les autres, et quels sont nos rapports avec les autres. Et là-dessus, on doit se positionner, je crois. Et en particulier, donc, la place de la religion qui est très, très forte dans le monde arabo-musulman, mais très, très forte aussi au Québec, les Saintes Églises de Montréal, bon. C'est ça. Bon, la devise du Québec, c'est « Je me souviens », et vous parliez des mémoires et comment. Pour qu'il y ait un projet possible, et pour que le vivre ensemble possible soit possible, il faut aussi pacifier les mémoires, les pacifier. Et pacifier les mémoires, c'est reconnaître la légitimité des mémoires. De l'une, des uns et des autres. Et dans de leur pluralité, vous voulez dire. Pluralité, la légitimité et la pluralité. Je pense que ce que dit Rachad est important. Reconnaître que dans la mémoire des Québécois, il y a un rapport litigieux, il y a des blessures et des souffrances associées à la religion. Il y a autre chose aussi. Les religieux n'étaient pas que des pédophiles ils ont fait aussi beaucoup pour l'émancipation d'une élite québécoise. Mais il faut reconnaître l'existence dans la mémoire de quelque chose de sensible par rapport aux faits religieux. Le problème, quand on est en situation d'immigration, c'est que l'immigrant a tellement peur de perdre sa mémoire qu'il ne
qui n'est pas toujours conscient du fait que la mémoire de l'accueillant aussi peut être fragile et fragilisée. Et en revendiquant sa mémoire, il oublie parfois de légitimer et de reconnaître celle de l'autre. Et là, on a non seulement un problème de non-reconnaissance ou de légitimation des mémoires, mais on a un problème de synchronité et de synchronisation des mémoires. Vous avez des gens qui arrivent de sociétés où il y a une recrudescence du religieux et où, comme dit Rachad, avant ils se définissaient comme algériens, marocains, tunisiens, et maintenant ils se définissent comme musulmans, et de l'autre, une mémoire encore qui se dégage à peine de cette identité religieuse, et des Québécois qui essaient de définir un nationalisme civique. Donc, effectivement, la mémoire, c'est important, mais c'est les mémoires, et à l'intérieur de chaque groupe, reconnaître qu'on n'a pas tous la même mémoire. Un Algérien qui est arrivé dans les années 90 n'a pas la même mémoire, peut-être, que quelqu'un qui est arrivé dans les années 80 ou 70 ou en 2010. C'est pas le choc des idées, c'est le choc des mémoires. Effectivement. Je pensais à Mme Odette, qu'on a reçue, l'une des leaders des femmes autochtones, oui. En vous écoutant, parce que il se trouve aussi que quand les Français sont arrivés, ils ont été obligés de prononcer des accommodements raisonnables avec la culture autochtone, sinon, j'allais dire, ils y passaient. Hein? Ils se sont retrouvés aussi en situation comme ça. Ils l'ont peut-être bien oublié ou bien refoulé, mais il y avait déjà ce problème d'intégration hein, des cultures. J'aimerais qu'on passe un moment sur les solutions, les perspectives positives. On parle du conflit palestinien, on est proche du désespoir des fois. Hein? Et notamment, il y a des peuples qui ont réussi cette intégration malgré une violence terrible. Je pense à ce qu'a commencé à faire depuis à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, l'Afrique du Sud, avec les politiques d'intégration, de pardon, bon, etc. Et puis ça se fait dans d'autres pays du monde. Comment on pourrait arriver à soit éviter la guerre, les violences, les racismes, les incompréhensions, les intolérances, mais aussi préparer la paix, si j'ose dire, la construire véritablement. Alors, on va laisser les bords de la Palestine, malgré notre solidarité pour ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire au Québec par rapport à tous ces chocs, ces replis, ces méfiances? On sent qu'il y a comme un feu qui couvre là quelque part. Oui. Pour ma part, c'est clair. Aujourd'hui, le débat sur le vivre ensemble, que ce soit sur les questions religieuses ou autres, le débat sur le vivre ensemble est polarisé. Et tout le monde se réclame du vivre ensemble, mais tout en se réclamant du vivre ensemble, on ne cherche pas à entendre l'autre, à l'écouter, on cherche à gagner, à l'emporter sur l'autre. C'est ça. Donc la solution pour moi, elle réside dans l'émergence de ponts, des individus, des personnes, des leaders, des leaders d'opinion qui agissent véritablement comme des ponts et qui résistent à l'appel des sirènes du mot d'ordre et de l'invalidation de l'autre. Donc ça prend des ponts et c'est la solution. Il faut tout à fait, je souscris à ça, j'ajouterai des choses. Il faut sortir de la logique du conflit puis entrer dans une logique du dialogue. Mais il y a certaines choses qui empêchent ce passage à la logique du dialogue. Une des choses, c'est l'excès de victimisation. Alors on essaie de dire nous sommes victimes et on revendique un statut de victime plus que les autres. Et je pense que c'est très négatif. C'est-à-dire oui, il y a des racismes, il y a des exclusions, mais il y a à côté de ça beaucoup d'efforts. Et dans la mesure où on reconnaît qu'il y a du racisme et qu'on dit qu'on doit lutter contre ce racisme, il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts. Il faut se remettre en question. Les accommodements raisonnables, c'est pas seulement à la société d'accueil à les faire, c'est aussi aux gens qui arrivent à faire ces accommodements. Et ce qui est quelquefois, j'allais dire presque amusant, mais enfin c'est dramatique, mais il y a quelque chose d'amusant, c'est que des accommodements qui ne posent aucun problème dans les sociétés d'origine, les gens ne veulent pas les faire ici. Alors que ça ne pose vraiment aucun problème. Les accommodements sur les horaires de prière, sur des tas de choses qui sont banales dans des sociétés d'origine. Donc je pense que les accommodements ils doivent être faits de tous les côtés. Il faut arrêter de jouer la carte de la démagogie en voulant se victimiser plus que les autres.
et engager une véritable Oui, mais j'ai le goût de vous poser dialogue. une question parce que nous partageons tous les trois une situation. Nous avons été des migrants. Nous sommes arrivés ici alors que ce n'était pas notre pays d'origine, comme on dit. Nous savions ça. Quand nous sommes arrivés ici, nous savions que les gens mangeaient pas aux mêmes heures. Nous savions que les gens étaient ceci. Nous savions que les gens étaient cela, plus ou moins. Et nous savions surtout qu'il fallait faire un effort de ce qu'on appelle l'adaptation élémentaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça grippe maintenant? Bien, il y a toute une situation internationale qui fait qu'on vit aujourd'hui toute la question du vivre ensemble au Québec et dans tous les pays occidentaux est court-circuitée par des conflits internationaux. Voilà. Donc, moi, je l'entends beaucoup quand je rencontre des gens dans ma pratique, dans ma vie sociale, qui vous disent le bon immigrant, c'est celui qui a la reconnaissance du ventre, qui courbe l'échine, qui dit merci. Ben nous, on veut pas dire merci. On est ici parce qu'on arrive avec un capital, avec un savoir-faire. On veut pas dire merci. Mais l'idée n'est pas de dire merci. C'est que dans une société de grande diversité, il y a un effort de modération identitaire à faire. Et c'est un effort de modération identitaire qui est demandé aux accueillants. On demande aux accueillants, on leur dit, vous n'êtes plus une société homogène, il faut que vous acceptiez de vous laisser colorer dans tous les sens du terme. Alors ce même effort de modération est demandé aussi à toutes les composantes de la société, ne serait-ce que parce que il n'y a pas deux entités. Il n'y a pas un groupe d'immigrants qui arrivent du même pays et un groupe d'accueillants. Il y a une si grande diversité que si chacun y va de ses revendications dans ses formes les plus orthodoxes et les plus radicales, eh bien il y aura pas de place pour tout le monde. Et ce n'est pas courber l'échine et ce n'est pas s'excuser d'exister que d'en appeler à de la modération identitaire des deux côtés, aussi chez les accueillants. Absolument, tout à fait. Je souscris à ça aussi. Mais je voulais dire que le problème, c'est que le débat ici est contaminé par la situation internationale. C'est-à-dire des images de terrorisme, puisqu'on parlait de ça au début, de violence, viennent contaminer le débat ici et on regarde des situations ici comme si, en fait, avec les schèmes de compréhension qui viennent de ce monde extérieur. Donc, il faut commencer à faire cette distinction-là, à faire cette séparation. Ça, c'est très important. Il faut contrer ces injustices, parce que je pense qu'on ne peut plus vivre en autarcie, et il faut contribuer, de déplacer, au lieu d'en faire un conflit entre nous, de faire dans la solidarité internationale, parce qu'effectivement, ces conflits ont un impact sur nous. Oui, mais moi, je voulais dire aussi autre chose, c'est qu'il y a une condition préalable à tout ça, c'est l'intégration économique. C'est-à-dire que toutes ces questions deviennent majeures et sont gonflées hors proportion lorsqu'on se sent exclu économiquement. Et alors, on se sent blessé dans son identité, dans qui on est, et là, on commence à mettre toute l'emphase sur cette identité première non négociable, parce que on n'a pas été accepté dans l'autre dimension. Et je crois que les gouvernements ont une responsabilité énorme pour s'assurer que les gens trouvent de l'emploi, pour s'assurer qu'on les informe en arrivant, pour harmoniser la politique d'immigration avec la politique d'emploi. Et je pense que ça commence là. C'est-à-dire que tant que les gens ne se sentent pas reconnus dignes par le fait qu'ils sont pas humiliés tous les jours par le souci de comment je vais nourrir mes enfants, mais après on peut parler sérieusement. Et je pense que ça, on est encore loin. Il y a beaucoup d'obstacles. Bon, il y a les obstacles du marché, mais il y a des obstacles institutionnels, corporatifs. On peut s'organiser pour faire les choses autrement. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la citoyenneté, c'est aussi d'abord le travail d'identité civique. Si on veut pas que les gens se replient sur leurs identités ethniques, il faut les aider à développer l'identité civique par le travail, et c'est vrai. C'est ça. Et puis peut-être par le local, essayer d'instaurer quelque chose au niveau de revivifier le tissu social par rapport à cette mondialisation qui nous submerge constamment. Je peux pas laisser passer la fin de cet enregistrement sans parler des États-Unis. Je m'interroge beaucoup sur comment se fait-il
qu'un pays comme le Canada arrive à absorber, il va le faire, probablement sans trop de problèmes, au moins 25 000 réfugiés syriens, alors que les voisins du Sud ont beaucoup de mal à atteindre les 3 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a une sorte de vent de droite aux États-Unis qui pourrait être expliqué par les problèmes économiques que vivent les États-Unis. Ils ont une crise d'identité parce que ils ne sont plus la puissance dominante. Ils doivent composer avec un monde multipolaire, non plus unipolaire, avec une société qui s'est désindustrialisée. Mais le problème est, à mon sens, les inégalités sociales qui sont tellement graves, qui font que les 1 ou 2%, ou peut-être les 10% les mieux nantis de la société ne payent pas leur part des dépenses communes. Et c'est de là que vient tout le problème. Tout le problème, non, mais une partie importante du problème vient du fait que les États n'ont plus les ressources pour faire ce qu'ils font. Et en fait, les gens qui nous représentent à la tête de ces États ne sont plus autonomes. Ils ont constamment besoin de l'appui de ceux qui ont le capital. Et je pense qu'il y a là une détérioration, mais profonde, quelque chose de malaise très profond dans les sociétés qui explique beaucoup d'autres phénomènes. Et beaucoup d'autres phénomènes sont les réactions dysfonctionnelles à cette question de base. Nous avons des États qui ne représentent plus leur population et qui n'ont plus les moyens de fournir les services qu'ils fournissaient. Oui, je partage tout à fait l'avis de Rachad. Et aux États-Unis, bon, il y a la dérive sécuritaire, bien entendu, mais c'est un modèle qui prend l'eau de tous les côtés et de tous les bords, qui se fracture. Et même dans ce qui a fait sa fierté pendant longtemps, le melting pot est américain qui veut. Merci beaucoup d'avoir collaboré à l'émission Dialogue. Merci aussi de nous avoir suivis pendant toute cette heure. On a appris vraiment beaucoup de choses et c'est le moment maintenant de présenter quelques livres. Je vous signale, je fais pas mon Bernard Pivot parce que j'ai pas de service de presse et c'est pas ça qui m'intéresse. Je prends dans ma bibliothèque des livres que j'ai lus et dont je pense qu'ils peuvent faire avancer la réflexion à partir de la vôtre. Claude Dubar, La crise des identités, lui qui insiste beaucoup sur le schéma idem et ipse dont nous parlions tout à l'heure. Histoire de la violence, Jean-Claude Chenet, vous connaissez sans doute, qui est un classique à relire certainement. Ça, c'est un rigolo, mais je pense très intéressant. Lui, c'est un violent d'ailleurs. Bernard Stiegler, je ne sais pas si vous connaissez, sociologue, ancien hyper-délinquant. Il s'est payé plusieurs attaques de banque avant de devenir docteur en philosophie. Aimer, s'aimer, nous aimer, chez Galilée, le passage à l'acte, c'est quelque chose d'assez étonnant. J'ai ressorti ça parce que je me suis dit, c'est pas possible. Djihad versus McWhorter, vous vous souvenez de ça, évidemment, Benjamin Barber, chez Desclés de Brouwer. Bon, c'est l'intégrisme, bon. Le devoir de mémoire, les politiques du pardon. Il y a un monsieur Rachad Antonius qui a écrit là-dedans et je trouve que c'est rare les livres universitaires où on entasse, on empile les articles et ça fait quelque chose de bon, mais dans l'ensemble, c'est pas pire. Les pertes et profits, il y a plus de profits que de pertes. Bernard-Henri Lévy, j'aime pas tellement le personnage, mais au moins il fait réfléchir. Il ne s'agit pas de partager sa pensée. Réflexion sur la guerre, le mal et la fin d'histoire et les damnés de la guerre. Et puis un autre classique, Violence et politique, par Yves Michaud aux éditions Gallimard. Alors, merci beaucoup à vous d'abord. On va poursuivre nos échanges maintenant sur la toile et sur Internet, puisque nous avons 10 minutes supplémentaires sur le site de TCF et sur le site de l'émission Dialogue. Merci de nous avoir suivis cette semaine et à la semaine prochaine pour un prochain enjeu de société.